Si vous voyez une tablette cunéiforme pour la première fois, il est peu probable que vous l'identifiez comme de l'écriture et vous ne sauriez certainement pas dans quel sens la lire. L'histoire est pleine de surprises, mais certaines découvertes nous obligent carrément à la réécrire. D'un canoë maya caché dans un cénote sacré à une villa romaine dotée du chauffage central, ces révélations ont brisé des croyances anciennes. Préparez-vous à découvrir les 18 découvertes anciennes qui ont tout changé. Numéro 18. La naissance de l'alphabet. Le proto-sinaïtique est arrivé en premier, bien avant les textos, les emojis ou même l'alphabet latin, découvert dans la péninsule du Sinaï et datant d'environ 1800 avant notre ère. J-boursé, ce script ancien est considéré comme le plus vieil alphabet connu au monde. Et oui, celui-là a vraiment tout changé. Contrairement aux pictogrammes complexes des Égyptiens ou aux signes en forme de coin de l'écriture cunéiforme mésopotamienne, le proto-sinaïtique était révolutionnaire parce qu'il simplifiait l'écriture. Il utilisait des symboles pour représenter des sons individuels, comme les alphabets modernes. Ce changement? Une véritable révolution dans la communication humaine. Ces premières inscriptions gravées dans la pierre dans des régions minières ont été créées par des travailleurs parlant une langue sémitique, qui auraient adapté les hiéroglyphes égyptiens à un système qu'ils pouvaient vraiment utiliser. Et à partir de ces modestes débuts, ce script a provoqué un effet domino qui a conduit aux Phéniciens, aux Grecs, aux Latins et ainsi de suite. En gros, à presque tous les systèmes d'écriture occidentaux actuels. Le génie du proto-sinaïtique ne résidait pas dans sa beauté, mais dans son accessibilité. Il a retiré l'écriture des mains d'une élite de scribes pour la mettre à la portée de tous. Pour la première fois, l'écriture n'était plus réservée aux temples et aux dirigeants. Elle devenait un outil pour les marchands, les voyageurs et les gens ordinaires. Numéro 17. Canoë maya. Au cœur de la péninsule du Yucatan, caché dans un cénote près des ruines de Chichen Itza, les archéologues ont fait une découverte aussi rare que révélatrice. Un canoë maya vieux de 1000 ans, remarquablement bien conservé, et prêt à bouleverser nos connaissances sur le transport ancien en Amérique. Ce n'est pas juste une vieille embarcation, c'est la première de ce genre à être retrouvée dans un tel état. Des centaines d'artefacts mayas, dont un canoë vieux de plus d'un millénaire, ont été retrouvés au Yucatan. Taillé dans un seul tronc d'arbre, le canoë a été découvert submergé dans un puits sacré où eau douce et histoire semblent se mêler. Les experts pensent qu'il a pu être utilisé lors de rituels, mais il nous offre aussi un aperçu concret de la manière dont les Mayas déplaçaient entre des personnes et des marchandises à travers leur vaste civilisation interconnectée. Jusqu'à présent, nos connaissances sur les embarcations mayas venaient surtout de fresques et de gravures, mais cette découverte, c'est du concret, une preuve tangible de leurs compétences techniques et de leur compréhension de l'environnement. Cela montre qu'ils n'étaient pas seulement de brillants architectes ou astronomes, mais aussi de vrais maîtres en navigation et en commerce fluvial. Ce canoë ajoute une nouvelle couche de compréhension sur la façon dont cette cité était reliée aux autres régions mayas. Numéro 16. La pierre de Rosette. Vous vous êtes déjà demandé comment on a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Tout remonte à une découverte décisive, la pierre de Rosette. En 1799, des soldats français l'ont trouvée par hasard en creusant près d'une ville appelée Rosette en Égypte. À première vue, elle ressemblait à un simple artefact, mais cette dalle est vite devenue la clé ultime du décryptage. On y trouvait 3 versions du même texte, en grec, en démotique et en hiéroglyphes égyptiens. Et voilà, l'astuce. Les chercheurs comprenaient en sorte déjà le grec, qu'ils ont utilisé comme point de comparaison pour commencer à décoder les hiéroglyphes, restés incompréhensibles pendant des siècles. La pierre de Rosette a littéralement ouvert la porte de la langue égyptienne ancienne, et avec elle toute une civilisation perdue. Au début des années 1800, le linguiste Jean-François Champollion s'est lancé dans une enquête minutieuse. Il a découvert que certains hiéroglyphes représentaient des sons, pas seulement des idées. C'était le déclic, ce n'était pas que de l'art décoratif, c'était un véritable système d'écriture. Grâce à ça, on a pu accéder à des milliers d'années de récits égyptiens. Histoire, rituels, vie quotidienne, tout. Elle n'a pas juste entrouvert une porte, elle l'a défoncée. Numéro 15. Le secret de la grotte aux épées. Dans une grotte reculée près de la mer Morte, des archéologues israéliens ont fait une découverte stupéfiante. 4 épées de l'époque romaine, incroyablement bien conservées après près de 2000 ans. Mais le plus étonnant, ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé, c'est pourquoi ces armes étaient là.
Surnommée la grotte des épées, cette cachette n'était pas une simple réserve de champ de bataille. Ces armes ont été placées là de façon délibérée, peut-être pour les protéger ou dans un but cérémoniel. Les lames étaient encore tranchantes, les poignées en grande partie intactes, et leur disposition suggère une intention réelle, pas un simple stockage aléatoire. Les experts pensent qu'elles ont pu appartenir à des soldats romains en poste dans la région à une époque troublée. Mais ce qui enthousiasme les chercheurs, c'est leur état de conservation exceptionnel. Il est très rare de retrouver des objets métalliques anciens aussi intacts, surtout dans un lieu aussi sec et dissimulé. La nature a aidé, mais celui ou ceux qui ont choisi cet endroit savaient ce qu'ils faisaient. En plus des épées, des fragments de bois et de cuir ont été retrouvés, nous donnant de précieuses informations sur l'artisanat, le design et l'usage de ces armes, qu'elles aient servi à combattre ou aient été enfouies avec une signification symbolique. Une chose est sûre, ces épées n'étaient pas de simples outils de guerre. Elles portaient un poids, une tradition et une vraie intention. Numéro 14. La forteresse des premiers perdus dans la nature sibérienne, des archéologues viennent de bouleverser tout ce qu'on croyait savoir sur les premières sociétés humaines. Au cœur de la taïga russe, ils ont mis au jour les vestiges de structures fortifiées, construites non pas par des agriculteurs sédentaires ou des empires en pleine expansion, mais par des chasseurs-cueilleurs, il y a plus de 8000 ans. Oui, vous avez bien lu. Pendant des décennies, on pensait que seules les sociétés agricoles construisaient des forteresses. La logique était simple, pas de culture, pas de base permanente, donc pas besoin de murs, mais ces nouvelles forteresses préhistoriques remettent tout cela en question. Ce n'étaient pas de simples abris. Elles possédaient des fossés, des murs et des plans stratégiques pensés pour la défense. Cette découverte redéfinit complètement notre vision des groupes de chasseurs-cueilleurs. Elle suggère qu'ils n'étaient pas toujours nomades ni égalitaires. Ces forteresses révèlent des sociétés plus complexes, potentiellement hiérarchisées, organisées, territoriales et clairement tournées vers l'avenir. Et le plus dingue, ce pourraient être les plus anciennes forteresses connues au monde. Ce n'est pas juste un jalon régional, c'est mondial. Cela nous oblige à repenser la manière dont les premiers humains ont géré les menaces, les ressources et les relations avec leurs voisins. Alors que les manuels scolaires décrivent souvent les peuples préhistoriques comme de simples nomades sans structure, la réalité pourrait être bien plus évoluée. Ils ne faisaient pas que survivre, ils sécurisaient leur territoire, se construisaient autrement des défenses et posaient peut-être même les bases de premières formes de gouvernement. Comme quoi, même il y a 8000 ans, l'humanité pensait, planifiait et protégeait bien plus qu'on ne l'imaginait. Numéro 13. Les rituels des anciens. Sous les rues animées de la ville de Mexico moderne, les archéologues ont mis au jour quelque chose d'extraordinaire. Des reliques mésoaméricaines anciennes qui offrent une rare fenêtre sur la vie rituelle de civilisations disparues depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'artefacts ordinaires. On parle ici de figurines, d'offrandes et d'objets cérémoniels porteurs d'une forte signification symbolique, utilisés dans des pratiques spirituelles il y a plus de 2000 ans. Ce qui est fascinant, c'est le niveau de détail et d'intentionnalité de ces objets. Les figurines retrouvées au début dans des lieux sacrés suggèrent qu'elles font partie de rituels liés à la nature, au cycle cosmique ou même au pouvoir social. Et ces événements n'étaient pas aléatoires. Ces cérémonies étaient soigneusement planifiées, minutieusement chronométrées et profondément enracinées dans le rythme de la vie environnante. Les artefacts témoignent d'une compréhension avancée du temps, de l'espace et de la communauté, des éléments fondamentaux dans la culture mésoaméricaine. Certains objets ont été enterrés dans les fondations de temples, peut-être pour activer l'énergie du lieu. D'autres ont été découverts aux côtés de matériaux organiques comme des graines ou des coquillages, indiquant un lien clair avec la fertilité et le monde naturel. Tout cela nous montre que les sociétés mésoaméricaines anciennes n'étaient pas uniquement centrées sur les pyramides et les calendriers. Elles étaient profondément spirituelles avec des rituels qui façonnaient la vie quotidienne, le leadership et l'héritage. Numéro 12. La mâchoire des Dénisoviens. Voici quelque chose d'incroyable. Et si une simple mâchoire pouvait réécrire un chapitre entier de l'histoire humaine? C'est exactement ce qui s'est produit lorsque des scientifiques ont découvert un fossile près de Taïwan et du plateau tibétain. Ce n'était pas un os ordinaire, mais il appartenait à un Dénisovien, une branche mystérieuse de l'arbre généalogique humain dont la plupart d'entre nous n'ont jamais entendu parler à l'école. Pendant des années, les Dénisoviens étaient comme une ombre dans notre passé.
connue seulement grâce à quelques fragments d'os trouvés dans une grotte en Sibérie. Mais cette mâchoire a changé la donne. Grâce à des analyses avancées de protéines, les chercheurs ont confirmé qu'elle appartenait bien à un dénisovien, marquant ainsi la première preuve solide de leur présence bien au-delà de la Sibérie. Cela a repoussé leur territoire connu jusqu'en Asie du Sud-Est. La mâchoire a été retrouvée en haute altitude, à près de 3000 mètres d'altitude, sur le plateau tibétain. Cela signifie que ces individus vivaient dans des environnements rudes, pauvres en oxygène, bien avant qu'on ne pense que des humains pouvaient survivre. Elle présente des caractéristiques propres, mais aussi d'autres partagées avec des espèces d'homo plus récentes, ce qui permet de mieux suivre l'évolution humaine. C'est une véritable preuve d'adaptation extrême. Cette découverte ne fait pas qu'ajouter un point sur la carte des Dénisoviens. Elle soulève d'immenses questions sur leur influence réelle. Leur gène pourrait-il être présent dans plus de populations modernes qu'on ne le pensait? Ce n'est pas juste un fossile, c'est un défi lancé à nos certitudes. Et franchement, si une seule mâchoire peut tout remettre en question, imaginez ce que le reste du monde enfoui peut encore nous révéler. Numéro 11. Le mur sacré d'Afrique. Dans l'ancienne cité de Vieux Dongola, au Soudan, cachée dans une chambre secrète, les archéologues ont découvert quelque chose à la fois délicat et puissant, une fresque magnifiquement peinte représentant des images chrétiennes anciennes. Cette découverte, baptisée la prière peinte, offre un rare aperçu du cœur spirituel de l'Afrique médiévale. On parle ici d'une œuvre d'art vieille de 1000 ans, non seulement magnifique, mais aussi profondément significative. La fresque montre une représentation unique du Christ, de saints et de figures locales, peinte avec un souci du détail et des couleurs éclatantes. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est son contexte. Retrouvée dans une chapelle royale, elle suggère une fusion entre les thèmes chrétiens et l'identité africaine, prouvant que la foi chrétienne ne s'est pas simplement implantée en Nubie, elle y a prospéré sous une forme propre. Ce n'est pas seulement une scène religieuse, c'est une déclaration. Une manière de voir comment les premières de communautés chrétiennes et africaines ont adopté cette foi et l'ont exprimée à travers leur propre culture et leur propre art. Cela remet en cause l'idée dépassée selon laquelle le christianisme en Afrique serait uniquement une importation coloniale tardive. Clairement, il avait des racines profondes et un soutien royal bien avant cela. Ce qui rend cette découverte encore plus poignante, c'est son contexte historique. Elle a été mise au jour à une époque de troubles modernes, et elle se tient comme un rappel silencieux mais fort du passé complexe du Soudan, où l'art, la foi et le pouvoir s'entremêlaient d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas juste de la peinture sur un mur, c'est un repère spirituel, une signature culturelle et une voix rare d'une époque où les royaumes africains jouaient un rôle vital dans l'histoire du christianisme primitif. Numéro 10. La source sacrée de Turquie. Enfouie sous des couches de terre dans la Turquie actuelle, une ancienne source sacrée a été découverte, offrant une fenêtre fascinante sur la manière dont les premières communautés considéraient l'Inlisseau non seulement comme une ressource mais comme une force divine. Ce n'était pas juste un endroit pour boire ou se laver, c'était un lieu sacré. La source faisait partie d'une longue tradition de culte de l'eau, dans laquelle les puits, les sources et les fontaines naturelles étaient aperçus comme détenant un pouvoir spirituel. Et ici, la configuration du site, avec ses bassins de pierre sculptés et ses offrandes, montre à quel point ces lieux étaient centraux dans la vie rituelle. Les cultures anciennes de la région voyaient en qui ces sources comme des points de contact entre le monde physique et le monde sacré. Et les gens ne s'y rendaient pas seulement en visiteurs, mais en quête de prière, de guérison, de réponse. Les offrandes retrouvées sur le site indiquent que l'on croyait que ces eaux pouvaient bénir les récoltes, protéger les familles ou restaurer la santé. Ce qui rend cette découverte particulièrement remarquable, c'est son contexte. Elle nous relie à une époque où la religion ne se limitait pas au temple. La nature elle-même était le temple. L'eau ne coulait pas seulement à travers la terre, mais aussi à travers les croyances spirituelles qui ont façonné des sociétés entières. Cette source n'est pas simplement une curiosité archéologique. Elle nous rappelle que la sagesse ancienne jaillissait souvent du sol, que les peuples vivaient en connexion profonde avec les éléments, honorant les ressources vitales avec des rituels mêlant foi, gratitude et émerveillement. Numéro 9. Les villes cachées de l'Amazonie. Pendant longtemps, on a cru que l'Amazonie n'était qu'une jungle sauvage, luxuriante, indomptée et vierge de toute civilisation ancienne. Mais il s'avère que cette idée est complètement dépassée.
Grâce à la technologie de pointe LIDAR, des faisceaux laser envoyés depuis les airs pour scanner le sol à travers la couverture forestière dense, les chercheurs ont fait une découverte stupéfiante d'immenses cités anciennes enfouies sous la canopée amazonienne. Oui, vous avez bien entendu. De véritables centres urbains avec routes, canaux, pyramides et quartiers organisés. Tout cela caché sous les arbres pendant des siècles. Ce n'était pas de simples villages. On parle ici de planification urbaine avancée, bien plus évoluée que ce qu'on pensait possible dans cette région. Cette découverte change complètement notre perception de l'histoire amazonienne. Elle prouve que la région abritait autrefois de grandes sociétés complexes, avec des milliers de personnes vivant, travaillant et construisant en plein cœur de ce qu'on pensait être une nature vierge. Le plus incroyable, c'est la manière dont ces villes étaient interconnectées, avec des routes s'étendant sur des kilomètres, des chaussées reliant les communautés et des structures défensives montrant une vraie stratégie. Ce n'était pas du hasard, c'était intentionnel, sophistiqué et florissant bien avant l'arrivée des Européens. Numéro 8. La vie cachée des gladiateurs. Quand on pense aux gladiateurs romains, on imagine les foules hurlantes, les arènes grandioses et les combats intenses. Mais une découverte récente en Italie change la perspective. Elle nous fait passer du spectacle à l'homme derrière le combattant. Les archéologues ont mis au jour une tombe vieille de 2000 ans, probablement celle d'un gladiateur romain, et elle nous offre un regard inédit sur l'une des figures les plus emblématiques de la Rome antique. Ce n'est plus seulement une question d'arène. Il s'agit de comprendre la vie, le statut et l'identité de celui qui fut au cœur du divertissement romain. La structure de la tombe, ainsi que les objets retrouvés à l'intérieur, suggèrent que cet individu n'était pas un simple combattant. Les détails indiquent qu'il aurait pu mériter le respect, voire l'admiration, au sein de la société romaine. C'est important car les gladiateurs étaient souvent considérés comme des marginaux. Cette découverte révèle une complexité plus profonde dans la manière dont ces figures étaient perçues et mémorisées. Les chercheurs ont également trouvé des indices sur l'entraînement, l'équipement et le mode de vie de ces anciens athlètes. Cela comble les vides entre mythe et réalité, montrant que leur monde ne se résumait pas au combat. C'était aussi discipline, habileté et pour certains, la gloire. Numéro 7. La Légion perdue de Vienne. Sous un simple terrain de football à Vienne, quelque chose d'extraordinaire a été mis au jour. Les archéologues ont découvert un site d'inhumation massif datant de l'époque romaine. Et non, on ne va pas parler de détails macabres. Ce qui compte ici, c'est l'histoire. Cette découverte nous offre une perspective rare et puissante sur la vie militaire romaine antique. Plus de 100 soldats, censés avoir servi durant l'expansion de Rome en Europe centrale, ont été enterrés d'une manière qui suggère qu'un conflit majeur s'est déroulé ici, loin du cœur de l'Empire. Pendant des siècles, on a reconstruit les campagnes militaires de Rome à partir de textes et de ruines. Mais ce site, c'est une preuve concrète, un rappel que les batailles ne sont pas que des récits. Elles ont eu lieu et elles ont façonné le destin des empires. Ce qui est particulièrement fascinant, ce sont les équipements et la disposition des tombes, qui donnent de nouveaux indices sur la logistique, les tactiques et les types de soldats envoyés en première ligne. Certains signes indiquent même la présence de rangs organisés, voire de figures de haut rang parmi les défunts, montrant qu'il ne s'agissait pas d'un simple affrontement local. C'était peut-être une partie d'une campagne romaine bien plus vaste. Numéro 6. Les outils les plus anciens. Nouvelles histoires, nouveaux bouleversements de la chronologie de l'évolution humaine. Une série d'anciens outils en os vient d'être découverte en Tanzanie. Oui, vous avez bien lu. Ce ne sont pas des outils en pierre que nous connaissons depuis longtemps. Ce sont des os façonnés, utilisés intentionnellement par les premiers humains, et ils repoussent les limites de notre compréhension de l'innovation ancienne. Jusqu'ici, la plupart des théories supposaient que l'usage d'outils en os était apparu bien plus tard dans l'histoire humaine. Mais cette découverte prouve que les premiers humains expérimentés plaisantaient déjà avec différents matériaux, bien avant qu'on ne pense qu'ils avaient parfois les capacités mentales pour ce genre de résolution de problèmes. Trouvés près du lac Ayassi, ces outils les montrent des signes d'usure, de polissage et même de façonnage. Autant d'indicateurs clairs qu'ils n'étaient pas juste utilisés, mais bien conçus avec un but précis. Certains servaient probablement à creuser, peut-être pour atteindre des racines ou de l'eau dans un environnement difficile. D'autres pouvaient être utilisés pour traiter la nourriture. Quoi qu'il en soit, c'est un comportement de haut niveau, venant d'une espèce que nous essayons encore de comprendre pleinement. Cette forme d'innovation suggère que les premiers hominidés étaient plus adaptables et créatifs qu'on ne l'a longtemps cru.
Il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de réfléchir stratégiquement. Il ne faisait tant pas que réagir à la nature, il la modifiait activement. Chaque outil en os ajoute une nouvelle pièce au puzzle de ce que nous sommes, et jusqu'où remonte notre ingéniosité. Ce ne sont donc pas juste de vieux outils. Ce sont les indices que l'histoire de l'évolution humaine contient encore de nombreux chapitres que nous commençons à peine à découvrir. Numéro 5. Une capsule temporelle au fond de l'océan. Sous le Pacifique, à plus de 3300 mètres de profondeur, repose un témoin silencieux d'un chapitre oublié de la guerre froide, l'USS Stickleback. Ce sous-marin datant de la Seconde Guerre mondiale, réaffecté pour une seconde vie en temps de paix, a vu son histoire s'interrompre brutalement et rester un mystère pendant des décennies, jusqu'à sa redécouverte en 2020 près d'Hawaï. Lancé en 1944, le Stickleback a servi avec honneur pendant les derniers mois de la guerre, mais ce n'est pas un combat qui a mis fin à sa carrière. En 1958, lors d'un exercice de routine au large d'Hawaï, il est entré en collision avec un autre navire. Malgré les tentatives désespérées pour le sauver, le sous-marin a coulé. Heureusement, l'équipage a été sauvé, mais le navire a disparu. Plus de 60 ans plus tard, grâce à une technologie d'exploration sous-marine avancée, le Stickleback a enfin été retrouvé, reposant en 2 parties, au fond de l'océan. Ce n'est pas seulement une épave, c'est une pièce manquante de l'histoire navale. Cette découverte agit comme une capsule temporelle, offrant un aperçu rare des conceptions de sous-marins d'après-guerre, des entraînements pendant la guerre froide et des risques encourus même en temps de paix. Une preuve que les océans recèlent encore des histoires que nous commençons à peine à découvrir. Numéro 4. Une percée technologique antique. Et si les bases de notre technologie moderne étaient cachées dans l'épave d'un navire antique, sans blague, en 1901, des plongeurs ont trouvé quelque chose d'inattendu au large d'Anticythère, en Grèce. Parmi les statues en bronze et les poteries, un morceau de métal corrodé a attiré l'attention. Au début, rien de spécial jusqu'à ce que les chercheurs comprennent à quel point il était en avance sur son temps. Ce n'était pas une relique ordinaire, c'était le mécanisme d'Anticythère, un dispositif vieux de 2000 ans, désormais reconnu comme le tout premier ordinateur analogique du monde. Oui, vraiment. Cette machine grecque ancienne pouvait suivre les mouvements du Soleil, de la Lune et même prédire les éclipses. Et tenez-vous bien, elle fonctionnait selon un calendrier lunaire complexe inspiré du système babylonien, du niveau supérieur en astronomie. Et le plus fou, certains pensent bon qu'il ne servait pas qu'à la science. Il aurait pu être un objet de prestige, une démonstration de savoir-faire grec, plutôt qu'un outil utilitaire. Plus de 30 engrenages taillés à la main fonctionnaient ensemble à l'intérieur d'un boîtier en bois pour simuler le cosmos. Une prouesse d'ingénierie qui n'aurait pas dû exister avant plus d'un millénaire. Cette machine n'était pas juste en avance sur son temps. Elle redéfinissait ce qu'on pensait possible. Cela fait réfléchir. Combien de connaissances antiques avons-nous perdues ? Et qu'est-ce qui reste encore à découvrir, enfoui quelque part, prêt à bouleverser notre vision de l'histoire ? Numéro 3. Luxe romain caché. Dans la campagne paisible d'Allemagne, sous des champs apparemment vierges, les archéologues ont mis au jour une villa romaine vieille de 2000 ans, révélant un niveau de sophistication surprenant à la frontière de l'Empire romain. Ce n'était pas une simple maison rurale. On parle ici d'ingénierie de haut niveau, incluant un hypocauste, un système de chauffage par le sol, bien avant que le chauffage central n'existe. Oui, les Romains avaient déjà des sols chauffants pour affronter les hivers rigoureux d'Europe. Une preuve supplémentaire de l'étendue de l'influence romaine. L'agencement de la villa, les fragments de mosaïque et les pièces structurées suggèrent donc que le lieu appartenait à une personne de haut rang. Peut-être un fonctionnaire romain ou un riche propriétaire terrien en Germanie. Mais au-delà du luxe, ce site raconte une histoire plus large. Il confirme que la culture romaine ne s'arrêtait pas à Rome. Elle s'était profondément enracinée dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, apportant architecture, technologie et art de vivre. Ces villas n'étaient pas de simples résidences. Elles étaient des symboles de pouvoir, d'identité et de l'incroyable capacité de Rome à adapter son mode de vie à de nouveaux territoires. Numéro 2. Le codex El Haïbé. Bien avant l'imprimerie ou les écrans numériques, il y avait le codex El Haïbé, une création modeste mais puissante, désormais considérée comme l'un des plus anciens livres connus au monde. Découvert en Égypte et datant du IIIe siècle de notre ère, ce codex en papyrus bouleverse notre compréhension de l'évolution de l'écriture.
Contrairement aux rouleaux utilisés pendant des siècles, ce codex adopte un format révolutionnaire, des pages pliées et reliées ensemble, le prototype du livre moderne. Et cela change tout. Ce changement n'était pas seulement pratique, il était transformateur. Il a marqué un tournant dans la manière de transmettre, stocker et consulter l'information. Le codex El-Haïbé contient des écrits chrétiens anciens, offrant un aperçu unique des croyances et textes qui circulaient à une époque où le christianisme était encore en formation. Sa conservation est exceptionnelle et son contenu d'une valeur inestimable. Ce n'est pas seulement une question de religion, c'est une question d'innovation. Ce codex représente l'un des premiers pas vers la culture du livre qui allait nourrir l'éducation, la science et la littérature à travers le monde. Numéro 1. Le sous-marin perdu de Churchill. Dans les eaux profondes au large de la Sardaigne, une relique oubliée de la Seconde Guerre mondiale a refait surface. Le HMS P311, le seul sous-marin britannique de classe T resté introuvable pendant plus de 70 ans. Commandé durant une des périodes les plus intenses du conflit, le P311 avait été personnellement choisi par Winston Churchill, qui souhaitait même le nommer Tutankhamon, ce qui ne devint jamais officiel. Ce qui rendait ce sous-marin unique, c'était sa mission: transporter des torpilles humaines, des véhicules sous-marins pilotés pour des attaques furtives contre des navires ennemis dans les ports. En décembre 1942, le HMS P311 partit pour une opération audacieuse visant la flotte italienne à la Maddalena. Puis, plus rien. Silence radio, aucun retour, disparu, jusqu'à ce qu'en 2017, des plongeurs retrouvent l'épave incroyablement intacte. Sa découverte a permis de clore un chapitre mystérieux de la Royal Navy. On pense qu'il a heurté une mine, mais sa position finale et son état témoignent du danger et du courage de ses missions. Ce n'est pas juste une relique de guerre, c'est un symbole d'innovation, de stratégie et du sacrifice silencieux de ceux qui ont suivi les idées les plus audacieuses de Churchill.